Salut Angatran, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ah, ça va, aujourd'hui on va parler métier, on va parler tech, passion et puis investissement. Donc tu as un profil qui est intéressant et qui pourra intéresser aussi que ce soit des jeunes étudiants ou des jeunes ingénieurs. Et donc je vais te demander de te présenter, quel est ton parcours scolaire, quel métier tu fais aujourd'hui et comment tu es arrivé au métier que tu fais aujourd'hui dans une grosse boîte de la tech. Du coup, en gâtant, j'ai 34 ans. Je suis actuellement directeur commercial dans une entreprise américaine. J'ai un parcours scientifique assez classique. Bac S au lycée. J'ai fait une prépa maths sup maths spé. J'ai intégré une école d'ingénieur en France. J'ai eu l'opportunité de faire un double diplôme dans une université à Londres. Et juste après, j'avais deux choix entre soit continuer dans la voie purement académique, faire de la recherche ou autre, ou aller ou sortir de ça et aller dans une entreprise privée et me rapprocher davantage de sujets business. Moi, j'ai adoré les maths, j'adore les maths, mais j'avais toujours eu cette appétence pour le business, comment aider des clients à répondre à des besoins très spécifiques, comment fructifier une certaine offre, des revenus, améliorer des marges, etc. Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier ça durant mes études. Et du coup, je voulais apprendre davantage via ma carrière professionnelle. J'ai fait un stage de fin d'études dans une entreprise américaine et j'y suis depuis 10 ans maintenant. J'ai eu l'occasion de faire différents types de postes, des postes orientés projet, jusqu'à faire de la direction projet. Et maintenant, je fais de la direction commerciale dans une structure qui est plus orientée business que ce que j'avais pu faire lorsque j'étais directeur projet. En parallèle de ça, je suis très porté sur la culture. On avait fondé il y a 8 ans avec des très bons amis Pangé Productions, qui est une société de production de spectacles. Et on a toujours pour objectif euh, d'un peu disrupter le milieu du stand-up, pouvoir aider les intermittents à être payés à leur juste valeur et tenter de fournir au public des spectacles de stand-up de qualité partout en France. Donc moi, je suis moins investi sur ce projet parce que j'ai moins de connexion dans le milieu du stand-up. Mais en tout cas, ce sont des activités qui tournent encore après 8 ans. Et peut-être le dernier pilier qui m'anime, ça serait l'inclusion, les sujets D'accord. euh, d'égalité des chances. J'ai eu l'opportunité de pouvoir bénéficier de ces programmes-là. Et maintenant, je suis plus dans une optique de redonner à d'autres jeunes euh, Les facilités du que tu as eues, mentorat. Ouais. les facilités que tu as eues. Et du coup, pour revenir à ton parcours, donc tu as fait 2 années de prépa, tu es rentré en école d'ingénieur, tu as poursuivi. Toi, ton profil, du coup, ce que je comprends, c'est que tu aimais bien les maths, mais appliqué à quelque chose de réel, notamment aux aspects commerciaux, Mm. aux aspects profit pour une entreprise. Et du coup, comment tu as trouvé en fait ton premier job? C'est cette société américaine, un grand de la tech américaine. Comment tu as pu trouver ce premier job? C'était facile? Ou est-ce que tu as postulé un petit peu partout? Comment ça s'est passé? Moi, à la base, à ce moment-là, j'étais à Londres et je D'accord. postulais qu'à des postes très orientés ingénierie. Et j'ai postulé à un job en France, un job de business analyst, qui était du coup moins orienté ingénierie et plus orienté analyse de données. C'était pas forcément mon fort parce que j'avais fait des études davantage en génie électrique, en télécommunications, etc. Et à ce moment-là, pour des raisons personnelles, j'ai dû quitter Londres pour Paris. Et pour l'anecdote, c'est que à la base, je ne devais pas avoir ce job dans cette entreprise-là parce qu'à la base, ils avaient recruté une autre personne qui sortait d'une école française. Mais cette personne-là n'est pas venue D'accord. le jour de son début de contrat. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont rappelé
Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe quelques semaines après. Donc c'est un concours de Ouais, circonstances j'ai eu pas mal de chance. assez chanceuse, mais finalement, on t'a quand même pris. Mais à ton avis, pourquoi ils t'ont pris alors que tu n'avais pas forcément un profil orienté comme ils l'attendaient? C'est à l'entretien que tu as fait la différence? Ils ont senti quelque chose en toi? C'est quoi? Je pense que dans les entreprises américaines, on ne va pas forcément, en tout cas dans cette entreprise-là, on ne va pas forcément chercher des gens qui ont de l'expertise sur les différents métiers. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est assez grosse, assez mature, qui est très processisée. Donc forcément, on n'a plus besoin d'avoir une expertise métier pour délivrer des résultats. Mais ils cherchent des personnes qui sont en mesure de résoudre des problèmes. Des problèmes aussi bien logistiques que commerciaux ou autres. Et en fait, on se rend compte que les problèmes, qu'ils soient logistiques, marketing ou autres, sont toujours les mêmes. Exactement. Ce qui est important, c'est ta capacité à les résoudre et d'avoir une méthodologie pour les résoudre. Et je pense qu'avec mon parcours ingénieur, j'avais cette méthodologie-là. Et lorsque je suis venu, lorsque j'ai postulé dans un service où ils prenaient davantage des profils qui étaient peut-être moins matheux que le mien, j'avais peut-être réussi à faire la différence parce que j'arrivais peut-être avec un bagage méthodologique qui était un peu plus fourni peut-être que d'autres candidats. C'est intéressant ce que tu dis. Du coup, c'est plus l'approche qu'une personne a face à un challenge ou à un problème, hein, ça Ouais. peut être les deux, qui a fait la différence. Et aujourd'hui, ce que tu dis, en fait, c'est quel que soit en fait le secteur, c'est pas forcément le bagage qu'il a en termes de diplôme, qu'une personne a en termes de diplôme, c'est plus l'approche humaine et en termes de réflexion qu'une personne a. Et c'est plus ça qu'on recherche aujourd'hui dans les sociétés entre guillemets américaines, Ouais. plus qu'en France. Les sociétés américaines et je pense les grosses sociétés où en fait, je pense qu'au début d'une société, on a besoin d'une expertise parce qu'on a besoin de construire et mettre en place des procédures de manière à scaler un business ou résoudre des problèmes à grande échelle. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait cet investissement au tout début, après, je vais peut-être exagérer, mais c'est plutôt de la maintenance. C'est comment est-ce qu'on arrive à gérer les problèmes qui surviennent, comment on les résout très vite, comment est-ce qu'on arrive à trouver de nouvelles opportunités business ou d'expérience client, et comment est-ce qu'on arrive à valoriser notre offre, notre produit, de manière à pouvoir continuer à grandir, grossir, aller chercher de la croissance. Et lorsqu'on arrive dans des entreprises qui ont ce niveau de maturité, en effet, on va plutôt chercher des profils qui sont en mesure de solutionner des problèmes, plutôt que des gens qui sont experts dans tel ou tel domaine. Par exemple, moi, dans cette entreprise-là, j'ai commencé dans les achats. J'avais zéro expérience dans les achats. Et j'ai fait de la logistique. J'avais zéro expérience en logistique. Et maintenant, je fais du sales, c'est-à-dire de l'activité commerciale. Et pareil, j'ai zéro bagage dans les ventes et autres. Mais j'ai toujours aimé résoudre des problèmes. J'ai toujours été curieux, apprendre des nouveaux secteurs, des nouveaux métiers. Et j'ai toujours été très porté analytique. Et dans une entreprise où on a de la data, des données qui sont disponibles et qu'on est en mesure d'utiliser ces données-là pour mieux comprendre un problème et le solutionner, je trouve que c'est un avantage. D'accord. Très intéressant ce que tu dis. Ce que tu dis, et je pense que je vais être d'accord avec toi, c'est pas parce qu'on a été orienté dans un certain domaine qu'on doit y rester. On peut toujours switcher, à condition de se donner les moyens et de vouloir le faire. Ça aussi, c'est parce que si tu as pu changer de poste, c'est parce que tu as demandé à avoir des postes aussi. T'es pas resté dans ton coin et tu as dit j'ai fait de l'achat, je vais rester de l'achat. Tu as demandé est-ce que je peux faire de la logistique, est-ce que je peux passer côté un peu plus commercial, vente commerciale. Et c'est ça qui a fait aussi la diff, c'est de vouloir le faire aussi. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. En gros, je pense qu'il y a certaines qualités qui m'ont aidé et qui me caractérisent. C'est la curiosité. C'est que moi, j'aime beaucoup apprendre et j'ai envie d'avoir un profil qui est un peu touche à tout, où même si je ne suis pas expert, j'ai une connaissance minimale sur différents domaines.
Le deuxième, c'est, et je le redis, c'est une vraie appétence à résoudre des problèmes. Plus les problèmes sont complexes, et plus j'adore ça. Et à un moment, tu vas résoudre, et les problèmes que tu vas résoudre côté finance, côté marketing, côté logistique sont très différents. Donc, lorsque tu aimes résoudre des problèmes et que tu es curieux, tu as envie d'aller chercher des problèmes variés de manière à ce que tu sois stimulé. Et le troisième point, c'est vouloir se développer personnellement. C'est-à-dire que demain, si on a envie d'être un dirigeant d'entreprise, il faut avoir des connaissances minimum en finance, des connaissances minimum en logistique, des connaissances minimum en vente. Et si on s'enferme dans un métier, je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir, mais on a peut-être moins d'agilité pour potentiellement diriger une entreprise qui forcément touche à tout et dans laquelle on doit peut-être manager et diriger des métiers qui sont très différents. Très intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser aussi à moi, où à un moment, je touchais à beaucoup de choses, entre guillemets, mais de loin. C'est-à-dire que j'avais des connaissances dans tout et il fallait gérer des personnes qui étaient un peu plus techniques. L'avantage que ça me donnait, c'est de savoir si les choses allaient bien s'agencer. Il n'y a pas besoin d'être un expert, il y a besoin de connaître grosse maille et de savoir si les choses s'agencent bien les unes entre elles. Et c'est ça qui permet de bien mener les projets à terme. Il n'y a pas besoin d'être un expert, être enfermé Ouais. si on veut gérer, évidemment, à grande échelle. Du coup, moi, j'ai deux questions qui me viennent par rapport à ton parcours. C'est première question, pour qu'on en sache un peu plus. Est-ce que tu t'es orienté vers une entreprise tech parce que tu avais une passion pour la tech? Mm. Et la deuxième question, vraiment grosse maille, quelles sont les activités aujourd'hui de responsable commercial, mais vraiment de façon standard, pas liée à ton entreprise, Ok. ce qu'un responsable commercial et des ventes ferait dans n'importe quelle entreprise? Ok. Moi, j'ai choisi la tech parce que j'étais très porté innovation et à travers mon parcours académique, en effet, j'ai toujours voulu comprendre comment est-ce qu'on pouvait ramener du progrès technologique pour améliorer le quotidien des gens. Donc, j'ai eu une préférence pour les entreprises tech au tout début, lorsque je cherchais un premier métier. Ça l'est toujours. Enfin, je suis ultra intéressé par la tech. Là, dans la tech, il s'est passé tellement de choses ces 10 dernières années. Il va encore se passer énormément de choses avec le développement de l'intelligence artificielle et autres. Et si tu veux, on pourra revenir un peu plus là-dessus si besoin. Mais pour répondre à ta deuxième question, euh, un directeur commercial, il va gérer tout le parcours de vente du début à la fin. Tout d'abord, il y a un gros... le premier point qui est important, c'est la prospection. C'est de bien connaître son territoire et sa cible de clients et prospecter les clients qui ont le plus de potentiel et qui peuvent générer le plus de valeur pour l'entreprise. Le deuxième point, c'est une fois qu'ils sont prospectés, comment est-ce qu'on arrive à les engager, à avoir un premier engagement et faire en sorte qu'ils utilisent votre solution, qu'ils se créent un compte sur votre plateforme, qu'ils achètent un premier produit. Et après, c'est comment est-ce qu'on arrive à les engager sur du long terme, de manière à ce qu'ils puissent potentiellement faire des dépenses récurrentes, s'engager sur des solutions plus complexes, si jamais on vend de la tech, ou faire en sorte qu'ils puissent avoir potentiellement un engagement contractuel sur du long terme avec vous. Ouais. Et peut-être pour terminer, c'est s'assurer sur ce cycle-là, comment est-ce que, en plus de la croissance et de la valeur que l'on apporte au client, comment est-ce que l'on s'assure que l'expérience du client à travers ces trois grosses buckets est optimale. C'est-à-dire que le client est content et satisfait de la manière dont on l'engage, est satisfait du produit et des solutions qu'on lui offre, et satisfait de la relation commerciale qu'il a avec nous, par exemple. D'accord, en fait, c'est
surtout orienté client, bien le comprendre, ce qu'il veut et comment on peut améliorer la relation client pour qu'il reste Mm. fidèle. C'est ça. Ok, très bien. Euh, Toi, c'est pour, par exemple, nos éditeurs qui seraient étudiants. Le secteur de la tech, comment tu le vois évoluer? Est-ce qu'il y aura des perspectives d'évolution, beaucoup de métiers dans la tech, notamment avec l'intelligence artificielle qu'on voit aujourd'hui, mais qui avait commencé, si vous voulez, il y a déjà plus de 8 ans, même plus en fait. Moi, j'étais dedans il y a 8 ans, Mm. donc 9 ans maintenant, on est en 2025, mais aujourd'hui, ça a pas mal évolué, on Mm. en parle. Comment tu vois le secteur évoluer? Est-ce qu'il y aura des nouvelles perspectives d'évolution pour les salariés? Est-ce que les métiers vont changer? Je pense qu'en termes de perspective, énormément de- il y a énormément d'opportunités maintenant, il y en aura énormément plus tard. Euh, la tech a un gros besoin en développeurs. Et là, on est sur un segment de marché où il y a un manque de développeurs par rapport aux besoins de ce segment-là. Développeur, ça veut dire coder des logiciels, coder des applications, faire en sorte d'innover, penser les applications de demain, faire des debugs et autres. Enfin, je ne pense pas me tromper en disant que si jamais on fait des études euh, dans le coding, dans le développement de logiciels, vous êtes quasi certain d'avoir un bon job dans des boîtes innovantes, potentiellement avec un bon salaire dans le futur. Euh, il y a peut-être des changements qui vont avoir lieu avec le développement de l'intelligence artificielle. Personnellement, moi j'ai une vue plutôt optimiste, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va plutôt aider les salariés à être plus efficients, gagner en temps, réduire les tâches à faible valeur ajoutée. D'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire que les développeurs vont passer moins de temps à débugger un mauvais code. Ils vont passer plus de temps à tenter d'imaginer des nouvelles applications, à designer des nouveaux produits et autres. Je pense que ça va continuer. Euh, et il y a peut-être un risque sur des typologies de métiers, puisque on voit aussi qu'il y a des solutions no-code qui se développent, c'est-à-dire que Exactement. maintenant on peut euh, designer une application sans forcément avoir des connaissances en coding. Euh, et c'est pour ça qu'il va être nécessaire d'avoir une expertise et de se senioriser peut-être dans des domaines très spécifiques, parce que les codes de base et les applications de base, je pense que demain, n'importe qui, qu'ils aient des connaissances en coding ou non, va pouvoir les faire. J'y pensais parce que c'est vrai que tu me disais que on allait avoir vraiment une demande dans tout ce qui est programmation, personnes qui savent coder. Et d'un côté, c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de personnes ne codent plus, ils utilisent l'intelligence Mhm. artificielle entre guillemets pour coder. Donc moi, je pense comme toi qu'il y aura beaucoup d'opportunités et que certes, il y a des métiers qui vont disparaître. C'est surtout les métiers entre guillemets dits répétitifs Mhm. sur lesquels, bah, en fait, les personnes exécutent des tâches répétitives que, bah, évidemment, l'intelligence artificielle pourra faire à Plus leur vite, ouais. place. Mais du coup, je pense qu'il faut surtout anticiper cette Mhm. période-là et de se dire, bah, c'est là, je dois prendre le train. Et si je suis dans ce type d'activité, déjà gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle, pas faire Mhm. les tâches Ouais. répétitives et justement les générer grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça fait un gain de temps pendant cette période de transition. Et puis de s'orienter sur des métiers où on utilise l'intelligence artificielle. Et c'est là où je pense qu'il y a un switch à faire Mhm. aujourd'hui, dès maintenant, pour les personnes. Typiquement, les métiers de caissière, Mhm. ça a plus existé, mais ça, on le sait plus ou moins. Limite, il y aura des métiers de service un peu moins, des métiers de commande un peu moins, etc. Mais effectivement, je pense hein, demain, les avocats, les comptables vont utiliser l'intelligence artificielle Mhm. pour travailler à leur charge. Ouais. Enfin, personnellement, je pense aussi que même si on va automatiser beaucoup de choses, les gens
vont valoriser le contact humain. Et on le voit, c'est-à-dire que même si on peut recevoir ses colis en J+1 après, via un clic sur Internet, on a tout de même envie d'aller dans le magasin du coin, dans les commerces qui sont dans son quartier pour peut-être discuter avec le commerçant, avoir un peu de chaleur humaine. Et c'est pour ça que et je pense que c'est aussi nécessaire pour être heureux. On Je reste pense des que êtres sociaux. si on enlève tous les métiers, enfin, tu parlais de caissière, de commerçant, ou des métiers qui sont très orientés humains, je trouve que la vie, elle sera pas, elle sera pas aussi sympa. Enfin, en tout cas, je sais pas de quoi sera fait le futur, mais un futur où chacun est isolé et a des assistants d'intelligence artificielle pour faire toutes les tâches possibles et inimaginables, c'est pas un futur qui me plairait. Qui te plairait, ouais. Bah, après, je pense qu'on est des êtres sociaux et qu'on aime le contact. Et je pense que derrière, il y a aussi la partie optimisation du temps et profit. Et il va avoir, de mon point de vue, de nouvelles activités avec du contact humain. Mm, Je pense que c'est pas parce que certains ok. métiers vont se réduire, voire disparaître, bah en fait, ça va offrir des nouveaux métiers avec du contact Mm, humain. Les personnes auront peut-être plus de temps pour partir en vacances et se voir ensemble, etc. Je pense que ça va créer d'autres liens humains, mais qui resteront de toute façon, parce qu'on reste des humains, et on reste des êtres sociaux, on a besoin d'échanger avec les autres. J'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions. Ok, tu as un parcours qui est intéressant. Donc, on a vu maths sup, maths spé. Concours de circonstances, tu as obtenu un premier métier dans une boîte. Tu as pu changer aussi de service. Par rapport à ton métier et la vraie vie, qu'est-ce que ce que tu as appris dans tes métiers t'apporte dans la vraie vie au quotidien? C'est une bonne question. Euh, je dirais peut-être, enfin, trois choses. La première, c'est que j'ai une meilleure connaissance de tous les enjeux et de tous les challenges des services qui m'entourent. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une meilleure visibilité de pourquoi est-ce qu'un prix est affiché à temps dans le magasin, pourquoi est-ce qu'il est compliqué de livrer un colis dans telle et telle zone, quelles sont les problématiques que peuvent avoir des chauffeurs-livreurs, pourquoi est-ce que le métier de vendeur est un métier qui est difficile, notamment dans des secteurs qui sont très concurrentiels. Donc ça m'a permis d'une part d'avoir une meilleure vision du monde qui m'entoure et des enjeux de chaque commerçant, de chaque entreprise qu'on a l'habitude de voir et des marques qu'on peut affectionner ou autres. Euh, le deuxième point, c'est d'avoir une meilleure connaissance financière. C'est-à-dire que dans une volonté personnelle, à court terme ou non, où j'aurais envie de monter ma propre boîte à un moment, le fait de comprendre les enjeux financiers au sein d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grosse, c'est ultra important parce que, comme tout, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Même si on a pu apprendre et même si on peut lire des choses dans la théorie, la pratique est souvent, il y a toujours des exceptions, des use cases particuliers dans la pratique qui fait que parfois on peut et on a besoin de cette connaissance pratique pour l'exercer une fois qu'on sera en mesure d'exercer quelque chose. Et le troisième point, c'est un réseau et des amis. Ça fait depuis 10 ans que je suis dans la même boîte. C'est une boîte où il y a des personnes qui ont énormément de talent, certains sont restés, d'autres sont partis, certains sont devenus des très bons amis. Et j'ai d'ailleurs rencontré ma femme grâce à mon entreprise. Enfin, je dirais, c'est ce côté humain qui m'a beaucoup, beaucoup apporté dans le perso. Intéressant, très intéressant. Je suis assez d'accord avec toi. Quand on travaille dans une entreprise, je pense que
la première chose qu'on doit faire, c'est d'en tirer quelque chose, c'est-à-dire d'apprendre de l'entreprise où on est ou du métier où on est qui peut nous apporter personnellement. Effectivement, une personne, je sais pas, qui travaille dans la comptabilité ou dans les finances, il peut s'en servir pour ses finances personnelles. Autre aspect, il y a un aspect humain, c'est de comprendre le monde qui nous entoure. Pourquoi j'ai pas été livré en tant de temps? Eh ben, quand vous travaillez dans une entreprise qui fait de la livraison, vous comprenez en fait toutes les problématiques. Et donc, vous prenez sur vous, vous savez que voilà, un retard, ça peut arriver pour telle et telle raison. Quand vous allez au magasin, vous comprenez comment est composé un prix. Il n'y a pas que du bénéfice pour la personne qui vend. Il y a la TVA. Derrière la TVA, la personne va payer l'IS. Il a peut-être des employés à payer. Et c'est ça que ça permet de mieux comprendre et de mieux appréhender le monde de tous les jours. Et derrière, effectivement, il y a l'aspect humain, parce qu'on échange avec des personnes, on apprend des personnes, on se fait des amis. Et ça, bah, il n'y a rien de mieux que de ça. Donc, très important pour les jeunes, lorsque vous rentrez dans une nouvelle entreprise, cherchez à apprendre. Cherchez vraiment à apprendre. Et on peut vraiment en tirer profit à titre personnel, que ce soit, comme tu l'as dit, d'un point de vue financier. Si on veut améliorer ses finances, bah, on peut échanger avec les financiers. Pourquoi les investissements ils sont faits de telle et telle manière? Qu'est-ce qu'est une rentabilité réelle qui prend en compte l'inflation, etc. Moi, à titre personnel, j'ai eu de la chance de travailler sur des projets de recherche assez privés, notamment l'intelligence artificielle. Et à l'époque, toutes les sociétés avec lesquelles je travaillais me disaient qu'il faut acheter des cartes graphiques NVIDIA. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi sur NVIDIA. Ça fait x16 entre-temps. Donc, on peut toujours tirer profit personnel d'une situation professionnelle, mais il faut surtout sortir grandi d'une situation professionnelle. Maintenant, on a beaucoup parlé de métier. J'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de tes passions. Et ensuite, on parlera rapidement d'investissement. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu aimais le stand-up. Pourquoi tu l'aimes? Comment tu le vois dans quelques années? Qu'est-ce que ça apporte aux personnes tous les jours? Voilà, j'aimerais que tu puisses répondre à ces questions-là, puisque c'est une de tes passions aussi. J'ai fait des études scientifiques alors que j'avais une certaine proximité avec les matières littéraires. Je viens d'une famille qui est plus orientée littéraire que scientifique. Mon père était poète-écrivain, ma mère était professeure de lettres au Sri Lanka. Et dans toute ma famille, les gens sont plus orientés lettres que sciences. Donc je pense qu'en moi, il y avait cette volonté, enfin, cet amour de la culture, en général. J'ai eu la chance de rencontrer Certes Mathurin, qui est un très bon ami et humoriste, il y a plus d'une dizaine d'années. On a travaillé ensemble sur un événement à l'époque où j'organisais un projet pour une association. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris davantage sur le monde du stand-up parce que je me suis lié d'amitié avec lui. Il m'a invité à des plateaux de stand-up. J'ai pu voir différents spectacles. C'était une époque où moi, le stand-up, je ne le connaissais qu'à travers le Jamel Comedy Club. Okay. C'est-à-dire à la télé, sur Canal+. En effet, les sketchs de Thomas N'Gijol, de Fabrice Eboué, j'étais mort de rire à chaque fois. Mais là, j'ai pu rencontrer une autre facette du stand-up avec des plateaux où on était à proximité des humoristes, on pouvait interagir, ils pouvaient discuter et challenger des sujets d'actualité. Et j'avais l'impression que ces niveaux d'échange étaient... Enfin, on les avait dans la vraie vie avec ses amis, on les avait pas forcément dans un sphère un peu plus large avec des gens que l'on ne connaissait pas. Et là, le fait de pouvoir discuter de manière décalée de sujets d'actualité, moi, c'est quelque chose qui m'a plu très vite. Et après, il y avait tellement d'humoristes de qualité à cette époque que forcément, on était obligé d'aimer. Et avec Certes, on s'était dit
que ça serait bien de tenter de structurer, d'aider les humoristes dans leur volonté d'être intermittents, euh, potentiellement faire rayonner l'humour et le stand-up à une audience plus large, soit en organisant des spectacles, soit en pluguant du stand-up dans des événements d'entreprise ou autres. Et on a créé Pongé Productions avec Certes, Stan, qui est le meilleur ami de Certes et qui est devenu un bon ami également. On tente d'accomplir ces objectifs-là à nous trois au fur et à mesure des années. Ok. Donc toi, tu as plus de recul par rapport à cette société, mais ce qui est logique. Mais en échangeant justement avec Certes, donc j'imagine que le stand-up, c'est un vrai métier. Quelles sont les principales difficultés qu'il a pu rencontrer pour que les personnes sachent que ça reste un vrai métier? C'est pas que faire des blagues, il y a de l'organisation. Est-ce qu'il t'en a parlé des difficultés de l'organisation Je ne vais pas parler en son nom, mais de ce que je vois, moi, parce que depuis, j'ai pu côtoyer différents humoristes, c'est que au début, c'est assez précaire. Pourquoi? Parce que il y a une concurrence qui est rude, et notamment à Paris, en nombre d'humoristes, qu'il faut se faire une place. On peut avoir énormément de talent, mais ce talent-là, il faut que les gens le perçoivent. Et pour ça, il faut être un hustler. C'est-à-dire, il faut être OK de faire différents plateaux dans la même soirée, aller bloquer 15 minutes, voire 1 heure pour assister à un plateau, pour à la fin récupérer très peu d'argent. Et ça prend énormément d'années pour, d'une part, rôder son talent, rôder des blagues, des sketchs, son spectacle. Une fois qu'on a quelque chose, un produit qui est plutôt fini, je pense qu'il y a toujours de l'amélioration continue, ou au fur et à mesure des interactions avec le public ou des échanges avec les différents humoristes, ce produit change, un peu comme dans une entreprise. C'est-à-dire, parfois, lorsqu'il y a une application, il y a une V1, une V2, une V3, une V4. Là, ce n'est pas une application, c'est un spectacle qui a plusieurs versions et qui va évoluer au fur et à mesure des mois et des années. Et après, c'est comment est-ce qu'on le donne au public. Et pareil, c'est un peu comme un métier. Enfin, c'est un peu un métier. Je ne vais pas dire de vendeur, mais quasi de vendeur, de marketeur. Ou comment est-ce qu'on fait en sorte que ce produit sur lequel on a travaillé tous ces mois, toutes ces années, soit bien adopté par le public en face. Comment on fait en sorte que ce produit-là soit visible par le maximum de public possible. Ça nécessite une certaine activité sur les réseaux sociaux maintenant. Ça nécessite une stratégie marketing pour que son spectacle et aussi soi-même en tant qu'artiste, on puisse être davantage visible. Faire en sorte de pouvoir viser de plus en plus haut de manière à ce que son produit ne soit pas forcément que limité à une certaine zone géographique ou à un certain plateau ou à un certain type de personnes et que ça soit partagé au maximum de personnes possible partout en France, par exemple. Donc, je trouve que dans le concept, le fait d'être humoriste ou artiste en général, c'est similaire au fait d'être chef d'entreprise dans un secteur privé, entre guillemets, en sachant qu'il y a moins de sécurité derrière. C'est-à-dire que là, on n'a pas... Ça reste précaire, quoi. Ça reste, au début, c'est précaire. Et il y en a très peu qui réussissent à la fin. C'est-à-dire les personnes qui en vivent très bien, il n'y en a pas des milliers. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc forcément, c'est beaucoup de boulot. Ouais. C'est beaucoup de boulot. Donc difficulté dans le métier artistique. Comme dans beaucoup de métiers, pour réussir, il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. À la différence que dans le métier artistique, il faut vraiment beaucoup de persévérance et saisir sa chance là où on peut.
Et après, il y a une constante aussi partout, avec quel que soit le métier, c'est l'aspect commercial, savoir se vendre. Mmh. C'est pas parce qu'on est bon qu'on sait se vendre. Ouais. Et du coup, quelqu'un qui est très bon, c'est pas certain qu'il arrive à percer dans le milieu artistique. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui me, de moi, mon point de vue de l'extérieur, que je connais pas bien, Mmh. mais je connais quelques personnes qui sont dans le milieu artistique. Et c'est vrai que c'est un milieu assez précaire, qui demande beaucoup de boulot, mais il faut avoir une vraie passion pour le faire, pour être aussi Ah persévérant. ouais. Je pense que ça, c'est une. Il faut être passionné dans ce que l'on fait. C'est-à-dire, j'ai rarement vu. Je pense, que j'ai vu personne réussir dans un domaine sans qu'il ait la passion derrière. Euh, Moi, par exemple, je suis passionné par la résolution de problèmes. Il y a tous les artistes qui réussissent que je vois, ils sont passionnés par le fait d'échanger avec le public, de faire rire un public, le fait de donner des émotions au public. Et c'est vraiment en eux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de passer des heures et des heures rien que pour ça. Euh, je pense que c'est une constante qui existe dans la majeure partie des modèles de réussite Mm. que l'on peut voir autour de nous, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. De toute manière, que ce soit dans le sport, j'ai un ami aujourd'hui qui est footballeur pro. Je lui passe le bonjour ou pas, je te passe le bonjour. Donc, il a percé sur le tard, mais il a été très persévérant. Et, vraiment, il a joué en DHR, puis CFA, puis National, puis Ligue 2, puis il a fait 2 Coupes d'Afrique des Nations. Et Ouais. objectivement, c'était pas le plus talentueux, mais c'était le plus persévérant, le Ouais, c'est plus inspirant. déterminé. Ouais, ouais. Le plus déterminé, il a saisi les opportunités. Mhm. Je pense que c'est une deuxième chose qui est importante, c'est de saisir les opportunités dès qu'elles Mhm. se présentent. Il ne faut pas les louper. Et je pense que la réussite, c'est aussi ça, c'est de voir l'opportunité, de la saisir et de ne pas lâcher jusqu'à ce que ça prenne. Mais c'est Mhm. un peu comme tout, en fait, il y a des ajustements à avoir, des ajustements à droite, à gauche. Et une fois que ça prend, ça prend. Mais c'est vrai que dans le milieu artistique, je pense que c'est un petit peu la guerre, puisqu'il y a du monde et le temps que ça prenne, ça rémunère pas forcément très bien. Toi qui connais enfin, beaucoup de personnes dans le milieu artistique, est-ce qu'elles ont un métier à côté ou est-ce qu'elles font que ça, le temps que ça prenne Au début, elles ont toutes un métier, enfin pas toutes, mais une bonne partie a un métier à côté. Il y a de plus en plus de cadres qui veulent devenir artistes ou stand-uppers. Et je vois là, enfin même autour de moi, de plus en plus de cadres qui, à la fin de la journée, vont aller faire des plateaux de stand-up et tenter de rôder quelques sketchs. Il y en a qui font ça à 100%. Et ce sont des gens qui peuvent se permettre d'être plus actifs, de faire plus de plateaux parce qu'ils ont moins de contraintes professionnelles. Enfin, ils n'ont pas de contraintes professionnelles à côté. Et après, à partir d'un certain moment, ces personnes-là sont à 100% sur leur métier d'artiste. Ok. Toi, comment tu vois l'expansion du stand-up, sachant qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, bah, il y a beaucoup plus de visibilité. Est-ce que tu vois une grande expansion? La visibilité, elle est plus simple pour les artistes aujourd'hui avec les réseaux Mm. sociaux. Comment tu le vois dans quelques années? Je trouve que le stand-up a déjà extrêmement explosé. C'est qu'il y a du stand-up partout, que ce soit sur les plateformes de streaming, comme tu dis sur YouTube, sur Instagram. Les gens se partagent de plus en plus des vidéos de stand-up. Il y a des stand-uppers qui sont des superstars et qui sont reconnus pour ça. Je pense que honnêtement, j'ai du mal à dire si le public va être un peu, à partir d'un moment, un peu lassé d'un surplus de stand-up, Mhm. euh, ou si il va demander de plus en plus de contenu, de plus en plus d'artistes. J'ai vraiment du mal à savoir. Je pense que les gens veulent des interactions réelles, Mhm. c'est-à-dire des échanges humains. Et ce côté enfin, l'aspect spectacle vivant ne va pas disparaître. Mhm. Je pense que ça va encore se développer de plus en plus.
Et les gens vont vouloir sortir au théâtre, aller dans des plateaux, aller dans des comedy clubs, voir du stand-up. Euh, Après, j'ai du mal à savoir si ça va exploser jusqu'à ce que l'on ait du stand-up partout, enfin encore plus de stand-up sur les plateformes de streaming ou autres. J'ai du mal à dire. Je trouve que contrairement à la musique qui se vit euh, en concert, mais également peut se vivre chez soi, euh, on peut avoir des bonnes émotions en musique en étant chez soi. On n'est pas obligé d'aller dans un concert pour ça. Je trouve que pour le stand-up, c'est plus difficile d'avoir des bonnes émotions lorsque l'on regarde un spectacle à la télé plutôt que lorsqu'on va directement sur un plateau ou dans un comédie club pour voir un spectacle. À titre personnel, pardon, c'est pareil pour moi. J'ai vu des spectacles à la télé. Certes, il y en a qui sont marrants, mais quand on est sur place, c'est différent. Ouais. On le vit complètement. Oui. On le vit complètement, le truc. Donc, je pense que par rapport à ce type d'activité, les personnes se déplaceront toujours. C'est Ouais. toujours une expérience différente dessus. Du coup, c'est vrai qu'on a parlé métier, donc de base ingénieur, puis maintenant directeur commercial. On a parlé de tes passions, notamment le stand-up, qui est une vraie passion pour toi, très intéressant. Et du coup, je parlais d'une troisième facette de Angatan, c'est Angatan, ses investissements. Puisque effectivement, il me semble-t-il, que tu as un petit peu investi dans l'immobilier et dans des grosses villes. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu succinctement. Les villes que tu as choisies, pourquoi tu les as choisies et quelle est ta stratégie long terme? Plus que de parler de chiffres, etc. Ouais. C'est pas ça qui est intéressant. C'est de savoir pourquoi tu as investi, la première chose. Pourquoi dans l'immobilier? Pourquoi les villes tu les as choisies? Quel type de bien tu as choisi? Et quelle est ta stratégie long terme? Est-ce que c'est de te créer du patrimoine, une retraite? Voilà. J'ai eu l'occasion d'investir principalement à Paris et à Rouen, en Normandie. Euh, Paris, parce que c'est une ville que j'aime et depuis tout petit, c'est une ville dans laquelle j'ai passé pas mal de temps. Et Paris a une vraie valeur. C'est-à-dire que les gens adorent Paris, que ce soit les Français ou ailleurs. Euh, le prix de l'immobilier à Paris n'a fait que monter là depuis quelques années, quelques mois, quelques années. C'est un peu à la baisse, mais ça a une valeur immobilière qui est forte. Et le fait d'investir à Paris, c'est toujours une bonne décision. Même si sur le court terme, ce n'est pas forcément intéressant, parce que avec la limitation des loyers et le prix du mètre carré, on n'est pas forcément rentable tous les mois. Cependant, cette rentabilité-là, on va la récupérer à la revente. Donc là, Paris, c'est un achat Patrimonial? patrimonial. C'était d'abord c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'étais novice à cette époque-là, c'est-à-dire que j'avais acheté pour y vivre et je l'ai mis en location quelques années plus tard. Sauf que lorsqu'on décide de le faire, les leviers fiscaux via le LMNP sont beaucoup moins intéressants. Du coup, j'ai appris sur le tard et je n'ai pas pu aussi bien défiscaliser que sur mes prochaines opérations. Faire passer les travaux, Par exemple, les etc. travaux, les frais de notaire et autres. Et après, j'ai découvert, j'ai toujours eu une volonté d'investir, de continuer à investir. Sauf que Paris, c'est très, enfin, moi, je n'ai pas la chance de venir d'une famille qui a un gros patrimoine, un gros capital. Donc, c'est très compliqué de continuer à investir à Paris. J'étais curieux d'investir ailleurs qu'à Paris, dans des villes et des zones qui ont Un meilleur rendement? un meilleur rendement et qui ont une valeur qui est forte, une histoire qui est forte. J'ai découvert Rouen grâce à ma femme qui est originaire de là-bas. C'est pareil, c'est une ville qui a une forte histoire, qui est proche de Paris, qui est à 1 heure de la mer, qui attire de plus en plus de cadres. C'est une ville qui est riche culturellement, mais aussi en termes
de, comment dire, de pouvoir d'achat, parce qu'il y a des métiers, des personnes qui ont des métiers à fort pouvoir d'achat dans cette ville-là, et le mètre carré n'est pas si élevé. C'est vrai. Et en effet, j'ai pu faire des opérations à Rouen qui m'ont permis d'avoir un rendement qui est ultra intéressant, euh, une bonne liquide. Enfin, le marché de la location est très liquide. Il est très liquide, oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de trouver un nouveau locataire. Alors que dans d'autres villes en région, c'est C'est plus davantage le compliqué, cas. ouais. Mais là, Rouen, on a la chance d'être d'une part proche de Paris, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup d'écoles. Oui. Il y a le CHU de Rouen, qui est le Ouais. plus grand employeur de Normandie. Et il y a pas mal d'entreprises. C'est la métropole de la Normandie. C'est donc, ça. Et par exemple, si on est en centre-ville, euh, c'est le jackpot. Puisqu'on a l'emplacement, tout peut se faire quasiment à pied. On a tous les magasins, les restaurants, la gare, les bus, etc. Pas loin. Donc ça, pareil, ça a été un investissement qui était peu risqué. Je ne suis pas sûr que l'effet levier à la revente va être très important. Quoique, quand même, hein, je te coupe un peu sur Rouen, mais moi, à titre personnel, bah, tu le sais, j'avais aussi investi sur Rouen, mais avant toi, j'ai quand même fait des bonnes culbutes. Donc, moi, je pense que tu as bien acheté parce que Rouen, c'est quand même à la frontière entre le patrimonial et le rendement. Paris, pour revenir à Paris, certes, il n'y a pas un bon rendement, mais il y a potentiellement une bonne rentabilité, puisqu'à la revente, a priori, normalement, si tout se passe bien, vous pouvez faire une plus-value. Mais certes, dans l'exploitation, le rendement est faible et ça peut taper dans votre trésor. Alors que là, c'est vrai que Rouen, le rendement, il est plus élevé, donc ça tape pas dans la trésor. En plus, on peut utiliser plusieurs stratégies. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a aussi le CHU. Donc, la colocation, ça marche bien. Le Airbnb, ça marche bien. La location meublée, ça marche bien. Et à la revente, tu peux potentiellement faire une plus-value. Certes, peut-être pas aussi énorme qu'à Paris, mais je pense que comme il y a de plus en plus de Parisiens qui achètent à Rouen, et en plus, tu es bien placé en centre-ville, je pense que quand même, ça a du potentiel à venir, je pense. Ouais, et en effet, en fait, je pense que dans ces opérations-là, il y a trois choses qui sont importantes si on met les finances de côté. C'est l'emplacement, donc le choix de la région, le choix de la ville et le choix des quartiers. Ouais. Deuxièmement, c'est ta stratégie. En effet, Airbnb, non Airbnb. Savoir s'il y a une politique de limitation sur les locations, sur les loyers, mais aussi sur la location saisonnière, style Airbnb. Et le troisième, c'est offrir une habitation de qualité. L'immobilier, comme tout, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Par exemple, je regardais les Airbnb qu'il y avait autour de mon quartier. Il y en avait une vingtaine, une trentaine. Et en effet, si on ne se démarque pas avec un logement de qualité qui est apprécié des voyageurs, hôtes, des voyageurs, c'est compliqué. Du coup, moi, à chaque investissement, j'essaye de faire en sorte de faire des travaux pour que moi, je m'y sente bien si jamais je devais y habiter. Très bien. Souvent, ça se ressent après au moment de la mise en location, où les feedbacks sont plutôt positifs sur les différents équipements qu'il y a, la qualité des travaux, la qualité des meubles et l'espace de vie en général. Tu as raison, je pense que c'est une très bonne stratégie, c'est de se dire, effectivement, si le logement, tu peux habiter, potentiellement des locataires peuvent y habiter, potentiellement le jour où tu dois changer de locataire, tu as beaucoup de demandes, donc tu peux filtrer les dossiers, prendre les bons dossiers et avoir que des bons retours et potentiellement louer plus cher. Et donc, en fait, tout est bénéfique. Je pense qu'il ne faut pas faire d'économie à court terme
sur le long terme. Mm. Et dans ta stratégie, certes, ok, tu as Patrick et Paris, pardon, pas Patrick, Paris qui est patrimonial, Rouen qui est à l'aube du Ouais. rendement et du patrimonial. Et du coup, ces investissements, tu voulais investir plus pour ta retraite ou te constituer un patrimoine pour ta famille, tes enfants? Ou Euh, les deux peut-être, hein, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours eu une stratégie où je voulais construire un patrimoine qui soit assez robuste pour n'importe quelle décision que je prendrai dans le futur. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas de quoi sera fait mes 5 prochaines années, mes 10 prochaines années, mais je voudrais avoir un patrimoine qui soit assez euh, confortable pour que, pour que n'importe la décision que je prenne, je puisse être serein. Donc c'est pour ça qu'il y a l'immobilier qui pourrait permettre euh, de m'aider dans ma retraite. Et c'est d'ailleurs un des objectifs, parce que forcément la retraite, tu vas perdre en, en Un pouvoir revenu, d'achat. en pouvoir d'achat, en revenu direct, mais en même temps tu n'as plus de loyer. Et si tu as des revenus locatifs en plus de la retraite que tu es censé toucher, je pense que tu peux avoir une situation qui est confortable. En même temps, sur le moyen terme, si euh, mes enfants ont des besoins d'être logés, que ce soit en Rouen, à Paris, on peut facilement débloquer des appartements pour les aider ou même leur permettre d'avoir un premier patrimoine lorsqu'ils seront plus grands. Nous, on n'a pas eu la chance d'en bénéficier, mais c'est quelque chose auquel je pense et que enfin, j'aimerais bien que mon fils, mes enfants puissent en bénéficier potentiellement plus tard. Et après, enfin, je pense que il y a cette partie investissement immobilier qui sont importants, mais il y a aussi d'autres types d'investissements. Euh, Là, potentiellement avoir des parts dans une société, avoir des actions, et aussi l'investissement sur soi, parce que moi, pour l'instant, entre guillemets, ce qui me rapporte le plus, ça va être mon métier et le salaire que je perçois grâce à ça. Donc, plus j'investis en moi, plus j'apprends, plus je me mets en danger, plus je sors de ma zone de confort, plus j'essaye d'être ambitieux dans ma volonté à résoudre des problèmes plus complexes, à impact plus gros, et plus j'arrive à développer comment dire, ce, ce, rend- ce rendement ouais, Ces ce rendement compétences personnel. pour Ouais. aller chercher du rendement. Très intéressant ce que tu dis. Et ça rejoint ce que tu disais au début, le fait de transmettre ce que tu as réussi à avoir mais que tu n'as pas eu. Ce qu'on disait, effectivement, on vient pas de milieu, on vient pas de milieu bourgeois. Tu as pu investir, donc ça permettra de faciliter la vie à tes Mm. enfants. Donc tu le fais pas que pour toi. C'est intéressant. Toi, en cas de coup dur, si tu as quelque chose, au moins tu sais que tu as un patrimoine solide Mm, qui peut mm, subvenir si jamais il y a une difficulté. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas que l'immobilier, il y a aussi des parts dans des sociétés. Parts dans ces sociétés, comme l'immobilier, peuvent augmenter de valeur. mm, Et comme l'immobilier, à la place de loyer, vous pouvez percevoir des mm, dividendes. mm, Ça aussi, c'est des choses qui aident pour la retraite. Mais pareil, en cas de coup dur aussi, mm, mm, ça pourrait servir totalement. Et derrière, ce que tu as dit, la première chose, et qui est la plus intéressante selon moi, c'est investir sur soi, mm, dans ses compétences, parce que dans la vie de tous les jours, c'est ça qui va faire qu'on sera meilleur, mm, mm, que ce soit sur la santé, que ce soit sur nos propres investissements mm, financiers. mm, Donc, investir sur ses connaissances, c'est ce qui nous permet de faire des bons mm, investissements financiers aussi derrière, et aussi d'avoir la meilleure vie, ou plutôt la vie qui nous correspond mm, le plus possible. Donc, très intéressant ce que tu as fait, et très intéressant la ville de Paris versus la ouais, ville de ouais. Rouen. C'est deux stratégies différentes, mais qui pour moi sont toutes les deux intéressantes. Toutes les deux intéressantes. Si vous cherchez du rendement, allez plutôt sur des grosses villes comme Rouen, mais qui sont plus petites que Paris pour avoir un peu de rendement et pas perdre en patrimoine. Et Mm, si vous cherchez du patrimonial, une ville comme Paris, mm, ça reste quand même la plus belle ville du monde. Donc,
a priori, ça ne perdra pas en valeur. Et demain, si vous avez des enfants qui font des études à Paris, eh ben, vous pourrez les toujours loger utile. à, Ouais. à moindre coût. Mm. Après, c'est certes, il faudra penser succession, Mm. etc. Ça, c'est des choses, quand on devient parent, on y pense beaucoup plus. C'est plus pareil. Mais voilà, quelque chose de très, très intéressant. Du coup, Angatan, moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Du coup, comme petit mot de la fin, donc si vous êtes étudiant et que vous cherchez un métier, donc ayez de la persévérance. Ne restez pas bloqué dans le secteur dans lequel vous avez commencé. Parce que comme l'a montré Angatan, on peut changer de domaine assez facilement. Euh, saisir les opportunités. Saisir les opportunités, et notamment dans la tech qui seront le futur. D'un point de vue humain, et, notamment ce qu'on pouvait dire, c'était toujours d'apprendre de l'endroit où on se trouve. Ne jamais rien lâcher, comme on l'a vu dans le milieu artistique, hein, c'est une passion. Quand vous faites quelque chose que vous aimez faire. Parce que sinon, c'est pas viable sur le long terme. Et derrière, bah, pour les investissements, investissez sur des choses sur lesquelles vous êtes raccord. Connaissez la stratégie que vous voulez avoir. Donc, je te laisse dire le mot de la fin. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Franchement, ça me fait plaisir de participer à ce podcast avec toi. Je sais, enfin, notre amitié remonte à Très, très longtemps. de très longues années. Je sais qu'on était dans des situations qui étaient totalement différentes. Et là, moi, ça me fait plaisir qu'on soit dans une belle salle pour faire un premier bilan de ce qu'on a pu accomplir en quelques années. J'espère qu'on aura encore beaucoup de choses à accomplir dans les années futures. Je suis persuadé, de connaissant que ça sera le cas. Et peut-être là, pour tes étudiants, moi un petit conseil, une petite recommandation que je pourrais faire, c'est soyez curieux, faites en sorte d'apprendre, soyez ouverts au monde, les autres, mais aussi tout ce que, les différentes cultures, tenter de voyager au maximum. Plus on arrive à ouvrir son esprit, plus on apprend, et plus on apprend, et plus on est efficace, que ce soit pour résoudre des problèmes, pour développer un business, pour être heureux. Donc, continuez dans cette voie-là. Merci pour ce mot de la fin. À bientôt. À bientôt.